Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, scène de peur au quartier Lokbessou à Douala. Une femme a été agressée par un gang de 6 présumés malfrats. Après plus de 2 semaines de chasse à l'homme, les bourreaux de la victime ont été capturés par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2. À l'étranger, en Côte d'Ivoire, fin de mission du Conseil national de transition. Cet organe a été dissous par son président Henri Konan Bédié qui appelle au dialogue national. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais en titre, insécurité à Douala, une femme échappe de justesse à la mort. Elle a été agressée par un gang de présumés malfrats devant son domicile au quartier Lokbessou, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Après plus de 2 semaines de filature, les présumés bourreaux de cette victime ont été capturés par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2. Le récit des faits, c'est dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat et Innocent Abiga. Dans la grande cour du groupement mobile d'intervention numéro 2 de Douala, 6 présumés malfrats aux arrêts. Ils sont accusés d'avoir agressé et violé cette femme habitant le quartier Lokbessou de Douala. I'm here because I've done something which is not good. That's why I'm here. Qui a commencé à la violer? C'est Foba. C'est toi qui as commencé à la violer? Oui. Et pourquoi? Tu avais besoin de ça? La victime raconte les faits. Première séquence de son mini-film d'horreur, son agression, ce jour du 14 novembre, à 3 h du matin, devant son domicile. J'ai essayé de démarrer, ils m'ont arrêté parce qu'avec la peur et tout, j'ai eu emballé. C'est pas là où ils m'ont arrêté, ils m'ont trimballé, ils m'ont déshabillé, ils m'ont menacé avec une arme à feu, ils m'ont mis en genoux. Il y a un d'entre eux qui a dégainé une arme sur ma tête. Il a récupéré les téléphones, il a ouvert la malle arrière. J'avais plein de cadeaux puisque mon anniversaire venait de passer. J'avais plein de cadeaux à la malle arrière. Tout en colère d'avoir pris la victime, sans le moindre franc sur elle, le gang décide alors de la violer, la traînant dans la broussaille, où elle vit la terreur de sa vie, faillit même y laisser sa vie, selon ses dires. Ils m'ont frappé avec la machette sur la plante des pieds plusieurs fois et l'autre a tourné la machette, il m'a donné sur la tête l'hémorragie, j'ai eu l'hémorragie à l'instant. C'est en ce moment que le plus grand a commencé à me violer avec la machette sur le cou et me dire de ne pas crier, si je crie, ils vont me tuer. Et l'autre avait aussi une autre machette et il y a un autre qui avait l'arme à feu. La plainte de la victime déposée le lendemain, la brigade anti-gang du GMI numéro 2 sous les ordres du commissaire Jean-Roger Méfiré se met en branle. Et un à un, les éléments du gang sont capturés. De fil en aiguille, nous avons pu mettre la main sur l'un des suspects, le nommé Ndé. C'est ainsi que ce dernier est passé aux aveux et nous avons ainsi pu mettre la main sur les autres complices. En plus de ses effets personnels, ces 2 téléphones portables, la victime a été dépouillée de son véhicule, vendu et le butin partagé. Le commandant du GMI numéro 2, Richard Njoué, recommande vigilance et surtout collaboration avec les forces de maintien de l'ordre en cette période des fêtes de fin d'année. Et bien triste, les réalités de la vie. Le projet de construction des boutiques modernes met en colère les commerçants du marché central de Mandio dans le département du Mungo. Ils ont exprimé leur mécontentement pendant la destruction des vieilles boutiques par la mairie de la ville. D'autres précisions dans ce reportage de Jacquino Moulon, Eric Fopossi. Et je vous le disais, le projet de construction des boutiques modernes met en colère les commerçants du marché central de Mandio dans le département du Mungo. Ils ont exprimé leur mécontentement durant la destruction des vieilles boutiques par la mairie de la ville. Eric Fopossi et Jacquino Moulon nous en disent un peu plus. Coup de marteau et arrache-clous pour démolir le marché de Mandio, département du Mungo, région du littoral. Ordonné par la mairie, ces casses passent mal auprès des commerçants.
Nous n'avons pas là où nous allons nous recaser. Nous souffrons franchement. J'ai même failli piper la crise avant-hier quand j'ai su que vraiment c'est la vérité qu'ils sont en train de parler. Depuis qu'on nous dit déguerpisser le lieu, on ne nous montre pas une place que nous pouvons aller maintenant nous recaser. Et nous souffrons. Vous voyez le soleil ici que nous sommes dedans. Vous croyez qu'on va encore aller où? Quand on ne nous donne pas une place qu'on peut vraiment rester. Et c'est partout, tous les bâtiments. Il y a au moins 5 à 6 bâtiments qu'on est en train de détruire comme ça là. Des destructions au timing assassin, surtout en cette veille des fêtes de fin d'année. On voulait franchement que les fêtes passent et puis s'ils veulent vraiment détruire, on sait qu'on peut aller même à la maison en attendant qu'ils nous retrouvent là où on pourrait encore continuer à vendre. Moi, je me suis dépassée depuis. Et en période de fête, si nous avons plaidé à madame le maire que, pardon, si on pouvait patienter, les fêtes, si au moins, les fêtes au moins passent avant qu'ils font ça. Ils ont dit non, qu'eux-mêmes ne peuvent pas. L'autorité municipale justifie ces démolitions par son souci de modernisation de l'espace marchand. C'est dû au fait qu'en 2020, nous avons construit déjà pour le marché de Mandjo 40 boutiques que vous êtes en train de voir là juste derrière nous. Et la suite, ce serait la construction de pratiquement de 60 boutiques qui sont déjà en cours pour le projet de 2021. Et vous voyez déjà 2021 approche. Nous devrions tout faire pour libérer l'espace pour que les ingénieurs commencent les travaux de la construction des prochaines 60 boutiques. Des boutiques qui sont construites pour les commerçants grâce au concours de l'État. On reçoit l'argent de l'État. Je crois que c'est l'argent du Cameroun. On doit investir sur ces boutiques. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Il faut juste prendre son mal en patience. À la fin, chacun doit être intégré dans sa boutique. Reste à convaincre les bénéficiaires que la réintégration des nouvelles boutiques se fera dans les règles de l'art. Notre marché était vraiment tellement pourri. Donc, mais mon problème majeur, c'est que j'ai vraiment besoin qu'après cette construction, qu'on puisse remettre les boutiques de chaque personne, que les ayants droit ont leur boutique. Malgré la douleur et les suspicions, Mandjo attend la sortie de terre définitive de son marché moderne et attrayant. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, des chefs traditionnels de la Menoie en colère contre le rejet de leur liste aux élections régionales du 6 décembre dernier. Ils accusent le tribunal administratif de leur exclusion pour des raisons fallacieuses. Pire encore, leur correspondance adressée au chef de l'État Paul Biya est restée sans réponse jusqu'à la tenue du scrutin. Leclerc Sakem nous en dit un peu plus. Au lendemain des consultations électorales pour la mise sur pied des tout premiers conseils régionaux au Cameroun, les frustrations et tensions demeurent vives au sein du commandement traditionnel du département de la Menoie. Ses Majestés, dont la liste a été déboutée au tribunal administratif de Bafoussam pour des raisons de non-conformité à la composition sociologique. La décision que la Cour suprême a rendue en infirmant le jugement qu'a rendu le tribunal administratif de Bafoussam est extrêmement difficile à admettre et à comprendre. En ce que dans la liste du commandement traditionnel de la Menoie qui a été rejetée, on retrouve effectivement un chef du 2e degré en la personne de Sa Majesté Ningtenzem Albert qui est à la tête du groupement Fombap. Et on ne peut pas nous dire que dans le groupement Fombap, on ne retrouve pas les mots. Alors je ne sais donc pas. Dans ce groupement, Fombap, où vivent les Mbo, qui est dirigé par Sa Majesté Ningtenzem Albert et qui se retrouve dans cette liste. Je ne peux pas comprendre par quelle alchimie la Cour suprême a pu rejeter cette liste au motif précis que les Mbo n'y étaient pas représentés. D'abord rejeté, puis réhabilité en octobre dernier par le tribunal administratif de Bafoussam lors de l'audience du contentieux préélectoral, la liste que conduisait le chef Bamendou, Sa Majesté Tidi Gabriel, a finalement été disqualifiée à la veille des élections du 6 décembre. Aucune élection des membres du commandement traditionnel n'a été possible le jour dit dans la Menoie. Une injustice criarde, dénoncée de vive voix par le conseil des avocats de ces autorités traditionnelles. Si on doit revenir même à la loi qui parle de la composante sociologique, cette loi ne la définit pas. Elle ne définit pas cette notion. Et quand bien même elle l'aurait définie, on se serait attendu que la même loi indique les quotas de représentation de chaque composante sociologique dans les listes. Et il faut que je précise en passant que dans le département de la Menoie,
on peut dénombrer au moins 20 groupes sociologiques éparpillés dans 6 arrondissements. Pour une liste qui devrait avoir seulement 3 candidats, comment était-il possible que les 20 groupes sociologiques y soient représentés? Cette décision de la haute juridiction, si elle venait à être maintenue, causerait plus de problèmes qu'elle n'aurait essayé à en résoudre. Les juges soient plus précis, qu'ils ne disent plus une chose aujourd'hui et que demain ils disent autre chose. De cette situation, qu'elle est suffisamment frustrante. Dans le Conseil régional de l'Ouest, le commandement traditionnel de la main noire sera absent et c'est vraiment dommage. Mais ces gardiens de la tradition ne se montrent pas prêts à lâcher du lest. Dans cette correspondance adressée au chef de l'État par une dizaine de majestés, les chefs de la main noire appellent à la sagesse du premier magistrat, garant de la Constitution et des institutions pour réparer cette injustice qui plonge, disent-ils, l'ensemble du département de la main noire dans la tristesse, la désolation et le risque d'une isolation institutionnelle. Cette décision priverait, poursuivent-ils, farouchement le commandement traditionnel de la main noire du Conseil régional pendant 5 ans. Toute chose qui porte atteinte à son endroit de participer au développement local. La montée en puissance du tribalisme et des discours haineux au Cameroun préoccupe le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC. Cette organisation de la société civile vient de tenir à Douala une rencontre dans le but de trouver des voies et moyens pour lutter contre ces fléaux qui menacent l'unité et la cohésion nationale. François Dikoumé et Kedjara. À une ère où les propos haineux et le repli identitaire tissent leur nid au Cameroun, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale met le sujet sur la table afin de trouver des solutions durables, applicables en temps de Covid-19 et bien après, en phase avec la 72e édition de la Journée internationale des droits de l'homme qui a pour thème « Reconstruire mieux, défendons les droits de l'homme », l'organisation a poussé la réflexion plus loin. C'est comme si les Nations Unies ont choisi ce thème pour le Cameroun, reconstruire mieux. Nous sommes aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, dans une situation très grave. Il faut qu'on reconstruise mieux. Et donc, pour nous, reconstruire mieux, c'est d'abord questionner quels sont les mots qui minent le Cameroun aujourd'hui. Nous savons qu'il y a des propos haineux, le repli identitaire, que ce soit en ligne, que ce soit sur les plateaux télé, entre les politiques, entre les Camerounais et entre eux-mêmes, n'est-ce pas, les universitaires. Autour de la table, au cours de la première journée d'échange, 10 éminents docteurs, journalistes, activistes, juristes, pour ne citer que, venus exprès développer la réflexion sur des thèmes en rapport avec des propos haineux et le repli identitaire. Au cours de cette intervention, j'ai rappelé que les propos haineux portent atteinte non seulement à la dignité humaine, à la dignité des groupes et même à la dignité culturelle. Parce que les questions culturelles sont celles qui sont les plus dangereuses aujourd'hui parce que la culture est en train de prendre une signification politique. Des experts qui ont tenu à proposer des esquisses de solutions destinées à se départir de tous ces mots. Il faut constitutionnaliser la protection des groupes. Il faut que sur le plan gouvernemental, il y ait une institution qui veille de manière vigilante sur les propos qui sont tenus à travers les réseaux sociaux qui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, piétinent et portent atteinte à la dignité humaine et surtout à la dignité culturelle. Le déjeuner débat, qui se tient sur 2 jours au siège du REDAC, a été ouvert par Maître Alice Com, le PCA de l'organisation, en présence de nombreux acteurs de la société civile. Il se termine ce jeudi avec des discussions qui tourneront cette fois autour d'un thème autre, à savoir faire taire les armes, protéger les défenseurs des droits humains pour une paix et un développement durable en Afrique centrale. Intéressons-nous à présent au son discordant à 2 jours de l'Assemblée générale de la Société nationale civile de l'art musical. L'équipe sortante de la SONACAM dit ne pas être à l'origine de la convocation des assises prévues samedi prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Une situation qui jette le flou à la veille de ces travaux censés doter les artistes d'une société de gestion collective dûment structurée. Dani Warren-Zede et Donald Brice Kamgan. On savait l'Assemblée générale élective de la Société nationale camerounaise de l'art musical, initialement convoquée pour le 21 novembre dernier,
Elle ne s'est pas tenue, mais convoquée à nouveau pour le 12 décembre prochain. Sanfan Thomas, auteur de la première convocation et président sortant du conseil d'administration, dit ignorer les tenants et les aboutissants du conclave prévu samedi. J'ai appris par la radio, les réseaux sociaux et certains artistes qui sont venus me voir qu'il y a une assemblée qui était convoquée le 12, une assemblée élective le 12. J'aimerais bien savoir qui l'a convoquée. Et parce que la dernière, le 24, c'est moi qui l'avais convoquée. Et je n'ai pas pu parler ce jour-là, j'étais mis à l'écart. C'est un huissier de justice commis par la commission de contrôle des organismes de gestion collective logés au ministère des Aides et de la Culture qui a officiellement convoqué les assises électives du 12. N'est-ce pas une violation des textes de la SONACAM qui prévoit que l'Assemblée générale élective est convoquée par la société elle-même? Jouant au téléphone, le ministère des Aides et de la Culture répond qu'il n'y a pas de violation de texte, indiquant que le mandat de l'équipe actuelle de la SONACAM a expiré après l'Assemblée d'adoption des statuts le 24 octobre dernier. 4 candidatures sont en liste pour le poste de président du conseil d'administration de la SONACAM. Il s'agit de Jean-Pierre Sommet, de Francis Até-Bazor, Messi Ambroise et Ndi Fonkandé, connu sous le nom d'artiste de Waxday. Cette ambiance d'avant-scrutin inquiète Coty François. Personne n'a ces statuts. C'est quand on va donner les statuts ou les lire pendant l'Assemblée. Est-ce que c'est normal? Si les choses ont été changées à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Quoi qu'il en soit, les travaux de samedi devraient permettre de mettre fin aux interminables tumultes dans le secteur des droits d'auteur au Cameroun, plaide Ndedi Yango, qui brigue le poste de président du conseil de surveillance de la SONACAM. Ce qu'on attend du conseil d'administration qui prendra le vote qu'il a confiant des artistes, c'est de réunir, de rassembler, d'unir et que tous soutiennent ce conseil d'administration qui sera voté samedi pour que la société fonctionne. Ce sont un peu plus de 3000 membres de la Société nationale camerounaise de l'art musical qui sont attendus à l'Assemblée générale élective annoncée pour samedi prochain. Après 3 ans d'existence, la SONACAM s'est dotée des statuts et d'un règlement intérieur pour son fonctionnement. 14 postes de péage automatique bientôt fonctionnels sur plusieurs axes routiers de la République. Le tout premier sera construit à Bankomo, situé à une trentaine de kilomètres de Yaoundé. La pose de la première pierre a été faite ce jour par le ministre des Travaux publics. Le projet, qui va coûter environ 34 milliards de francs CFA, vise à optimiser les recettes de l'État. On voit tout cela dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Marcelin Gansor. La seule vue de la maquette fait déjà rêver. C'est qu'il a fallu du temps pour que le projet d'automatisation des péages routiers quitte des bureaux pour se concrétiser enfin sur le terrain. Et c'est Bankomo, porte d'entrée de Yaoundé, qui donne le coup d'envoi de la construction de 14 postes de péage automatiques sur l'ensemble du territoire national. La pose de la première pierre fait courir du beau monde dans le chef-lieu du département de la Mofou et Akono. Il est certes question de la construction d'un poste de péage automatique, mais le projet intègre également l'aménagement de divers équipements, dont des espaces marchands au profit des populations riveraines. La gare de péage apporte une innovation, en ce sens que le système est automatisé, mais tout autour de la gare de péage, il y a diverses activités économiques qui s'exercent. Donc il y a ces espaces marchands, 496 mètres carrés, qui seront aménagés pour favoriser le commerce de toutes sortes de produits tels que le voudront les riverains. Parce que l'option ici dans la modernisation est d'une part de sécuriser les recettes de péage, d'optimiser leur collecte, mais surtout de contribuer à améliorer la qualité de vie des populations riveraines. Le projet pèse 34,752 milliards et va s'exécuter en mode de partenariat public-privé entre l'État du Cameroun et l'entreprise Tolcam. C'est de l'inédit. C'est un exercice absolument particulier puisque l'investisseur privé apporte son financement, conçoit le projet, le réalise et va l'exploiter et maintenir l'ouvrage, bien évidemment avec le concours de l'entité publique représentée par le ministère des Travaux publics, le ministre des Travaux publics comme maître d'ouvrage. L'entreprise rassure quant au respect des délais contractuels pour que dans 14 mois, Bankomo ait son péage automatique. Dans un projet comme ça, ce n'est pas que des bulldozers. Il y a aussi la tête qui fonctionne. Il y a déjà des bureaux d'études qui sont en train de tout calculer là. Vous voyez bien un système comme ça.
il faut des ordinateurs, il faut de l'éclairage, il faut tout. Donc il faut tout étudier. Donc tout est déjà en cours là. Là, ce que vous voyez là, c'est l'aspect uniquement travaux, génie civil. Et je peux vous assurer qu'on ne sera pas en retard. Outre le poste de Bankomo, l'entreprise de Tolkam va construire 13 autres péages automatiques dans les localités de Tiko, Banga, Manjo, Edea, Boumniebel, Simalen, Komotou, Bafia, Bayangam, Fumbot, Banja, Matazem et Chang. L'objectif principal est d'améliorer les recettes budgétaires, dont une partie achève sa course dans les poches des particuliers. Tenez, au premier semestre 2020, les recettes issues des péages routiers se chiffrent à 3,77 milliards, soit un taux de couverture de 46%, une performance qui est nettement en deçà des attentes. Il est aussi question, à travers la construction des péages automatiques, de mieux gérer l'afflux des véhicules. Le spectacle actuel, où les véhicules s'alignent à longueur de minute, laisse complètement à désirer. Le ministre des Travaux publics a saisi cette occasion pour faire le bilan des chantiers en cours qui vont améliorer la circulation des hommes et des biens et par ricochet intensifier les échanges commerciaux et accélérer la croissance. Je vous propose d'écouter le ministre Emmanuel Nganou-Djoumessi. Voyez-vous, l'état de notre réseau routier connaît des améliorations. Le linéaire des routes en bon état de service se prolonge. 51 projets de construction de routes et d'ouvrages d'art sont en cours d'exécution dans notre pays. C'est un engagement de M. le Président de la République. Nous devons le respecter. Les axes routiers, Olama Bingambo, Grand-Zambi Krimi, Bachenga Tu Yoko Lena Tibati, Marwa Mora, Sanelima Bikula Djoum Lele Minikaona, Kuba Manfé, Babadou Bamenda, etc. sont en construction. Au total, 2462 km de routes sont en bitumage dans notre pays et seront achevés au plus tard en septembre 2029. Il va falloir conséquemment les entretenir pour prolonger leur durée de vie. Les recettes générées par les postes de péage automatisés y contribueront certainement. Intéressons-nous à présent à la recherche scientifique. Comment vulgariser les résultats de la recherche? La question préoccupe de jeunes chercheurs camerounais. Ces derniers prennent part à un concours d'éloquence scientifique organisé à Yaoundé. Objectif, donner aux jeunes chercheurs des rudiments pour convaincre d'éventuels partenaires financiers. On voit tout cela dans ce reportage d'Aïk Cyril. Les chercheurs camerounais réalisent parfois des prouesses qui restent méconnues du grand public, faute de communication et de vulgarisation. On a remarqué qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui restent dans les tiroirs. Et puis la meilleure façon de communiquer sur ces travaux de recherche, c'est de trouver des capacités, c'est-à-dire se former, trouver une manière de le faire qui va convaincre soit la population, soit la cible qui peut être les décideurs ou bien les opérateurs économiques. La recherche. À l'initiative de l'Académie des jeunes chercheurs du Cameroun, un concours d'éloquence scientifique baptisé 3 Minutes to Convince est organisé au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Objectif, donner aux chercheurs des rudiments pour vendre leurs travaux. Ils seront notés sur différents critères. Sur l'éloquence, sur l'impact de leur recherche, la façon de communiquer, sur le potentiel économique même. Qu'est-ce que cela peut apporter au Cameroun? Et puis, comment est-ce qu'ils ont cette habileté à quitter les laboratoires pour pouvoir communiquer à une cible non experte? La science et la technologie étant le fondement du développement socio-économique, le concours 3 Minutes to Convince, qui prend les allures d'un atelier de renforcement des capacités, est l'occasion pour les jeunes chercheurs de convaincre de potentiels bailleurs de fonds. La confiance en soi est une clé majeure pour l'explosion du potentiel personnel que chacun des jeunes scientifiques candidats à ce concours possède certainement et qui ne demande qu'à s'exprimer. 25 jeunes chercheurs, dames et messieurs, prennent part à ce concours d'art oratoire. Ils sont sélectionnés parmi les instituts sous tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation.
notamment l'Institut de recherche agricole pour le développement IRAD, l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales IMPM, l'Agence nationale de radioprotection ANRP, l'Institut national de cartographie, le Centre national de l'éducation et de façon spéciale, dit-on, l'École nationale polytechnique de Douala. À l'étranger, résultat de l'élection présidentielle, l'opposition conteste la réélection du président sortant Nana Akufo-Addo qui a obtenu 51,59% de suffrages. Et tout à côté, en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié signe l'acte de décès du Conseil national de transition qui avait été mis sur pied au lendemain de la réélection du président Alassane Dramane Ouattara. La mouture internationale est signée Farel Bounia, Gladys Sidier. Scrutin extrêmement serré, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a été élu avec 51,59% des voix face à son adversaire politique historique John Mahama qu'il affrontait pour la troisième fois. Il s'en sort avec 47,36% des voix selon les résultats annoncés par la commission électorale mercredi. À peine les résultats rendus publics, l'opposition a annoncé qu'elle contestait ces chiffres et envisageait de faire appel. Elle dit disposer de preuves accablantes qui ne lui permettent pas d'accepter cette conclusion qu'elle qualifie de fallacieuse et précipitée. L'opposition ghanéenne veut faire appel à la fois de la décision de la commission électorale au sujet de la présidentielle, mais aussi des élections parlementaires. Le président, de son côté, a appelé à l'unité et à la paix dans le pays. Il s'est dit profondément touché pour la confiance que le peuple lui a de nouveau accordée. Nana Akufo-Addo pense que le moment est venu, quelles que soient les affiliations politiques, de s'unir, de se donner la main et de se tenir côte à côte. Un message qui a du mal à passer dans les rangs de l'opposition. En Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié a mis fin au régime de transition proclamé par l'opposition qui conteste la réélection du président Alassane Ouattara. Il a également proposé un dialogue national pour résoudre les tensions nées de cette élection présidentielle. Je propose dès maintenant et urgemment, en accord avec toute l'opposition, l'organisation d'un dialogue national, a-t-il écrit. Ce cadre de dialogue qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation remplace le Conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait initialement proposé. Dans sa déclaration, Henri Konan Bédié souhaite que le dialogue national, qui devra être encadré par des organisations internationales telles que l'ONU, aborde plusieurs questions clés. Il cite l'élaboration d'une constitution consensuelle, la mise en œuvre d'un véritable processus de réconciliation qui prendra notamment en compte le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques et militaires, mais aussi l'organisation des élections, notamment présidentielles, transparentes, crédibles et inclusives. Comme le reste de l'opposition, il continue à estimer qu'Alassane Ouattara, réélu pour un troisième mandat controversé sur le score de 97,27% des voix au premier tour, n'est pas légitimement le président de Côte d'Ivoire. Malgré les multiples contestations enregistrées de part et d'autre, le gouvernement n'a pas réagi. Alassane Dramane Ouattara sera d'ailleurs investi en tant que président de la Côte d'Ivoire lundi. Restons à l'international, plus précisément en République centrafricaine où Bangui fait sa mue. La capitale de la RCA depuis quelques années est rentrée dans une métamorphose qui voit de nombreux édifices sortir de terre. La ville de Bangui, victime collatérale de l'instabilité du pays, présente aux yeux du visiteur le visage d'un grand chantier, route reprofilée, bâtisse renouvelée, coïncide avec l'arrivée au pouvoir du professeur Faustin Archange Touadéra. On voit tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Carlos Minoué, Eric Ouattat, Cédric Noufélé et Serge Alain Auto. 60 ans après son indépendance, beaucoup d'observateurs s'accordent à croire que la République centrafricaine est caractérisée par un seul mot, l'instabilité. Mais depuis 2016, marqué par l'arrivée au pouvoir du président Faustin Archange Touadéra, la République centrafricaine naît petit à petit de ses cendres. Nous avons décidé de vous montrer aujourd'hui Bangui, qui était à l'époque de l'empereur Jean Bédel Bokassa, Bangui la Coquette, devenu à un certain moment Bangui la Roquette, pour devenir Bangui la Coquette aujourd'hui.
Pour voir ce nouveau visage de Bangui, suivez-moi. Bangui est la capitale et par ailleurs la plus grande ville de la République centrafricaine. La population de l'agglomération est estimée à 1 145 280 habitants, soit le quart de la population totale du pays. Pour s'en convaincre, je décide d'observer ma première halte au point kilométrique 0, là où tout a commencé. Peinture rafraîchie, des immeubles qui sortent des terres comme des champignons. Pour rappeler l'éclat d'antan, la municipalité vous le fait savoir. C'est déjà Noël à Bangui. À côté des jouets pour tout petits étalés à même le sol, un vendeur de sacs de seconde main fait entendre sa voix. Son activité prospère du fait d'un retour progressif à la paix. Pour lui, les avancées sont notables. Mais pour mieux se faire entendre, il décide de s'exprimer en sango, la langue nationale. Vivre mieux par rapport à ce président de la Sara. Quelques jours passés à Bangui n'ont pas fait de moi un amateur de cette langue. Je sollicite Franklin, conducteur de mototaxi, pour déchiffrer pour vous et pour moi le code Loïc. Depuis que le président Fossa Touadéra est sur le pouvoir, voilà, il y a des choses qui marchent après la guerre. Non, on ne s'entend plus les armes, le coup de feu ou quoi là. Donc à Bangui, il y a l'instabilité et tout ça. Donc il n'y a pas de problème au niveau de Bangui. Peut-être au niveau de province qu'il y a les problèmes un peu, bon donc mais ça on va gérer ça. Le 3D on va gérer. La ville de Bangui, meurtrie par plusieurs années d'instabilité politique, renaît. Je décide de remonter le premier arrondissement. Constat cinglant, Bangui est en chantier. Le balai incessant des véhicules de la MINUSCA sur la principale artère de la zone administrative et même ceux postés devant le palais de l'Assemblée nationale ne m'empêche pas de voir qui des bâtisses en construction, qui des bâtiments flambant neufs, comme le bureau d'affrètement routier de Centrafrique, BARC, nouvellement inauguré il y a quelques jours par le président Faustin-Archange Touadéra. Ma marche vers ce Bangui nouveau m'oblige à m'arrêter devant un nom inscrit au fronton de cet établissement d'enseignement secondaire. Je suis au lycée Barthélemy Boganda, le père fondateur de la République centrafricaine. De l'autre côté de la rue, c'est le jardin du cinquantenaire. Derrière moi, l'histoire politique de la République centrafricaine, symbolisée par ces 6 bustes d'anciens présidents qui se sont succédés à la tête de cette République d'Afrique centrale. Le père fondateur de la République centrafricaine, c'est Barthélemy Boganda. Il a été remplacé par David Dacko. Après David Dacko, nous avons eu l'empereur Jean-Bédel Bokassa. Après Jean-Bédel Bokassa, André Kolimba, Ange-Félix Patassé. Et enfin, à l'extrémité droite, François Bozizé. Comme vous pouvez le constater, il manque un buste, le buste de l'actuel président de la République centrafricaine, à savoir le professeur Faustin-Archange Touadéra. Mais il reste présent dans les esprits des Banguissois. Cédric fait une photographie des œuvres du président Touadéra. L'arrivée du président Faustin-Archange Touadéra, il a essayé de lancer le pays en os. Intense, le pays est devenu vraiment très appréciable, je vous l'ai dit. Donc voyez-vous, le pays relance dans l'agriculture, le pays relance une agriculture et puis l'élevage et autres. Et aussi il y a des immeubles partout. Et de 10 à 15-20 km, vous voyez, le pays lance, c'est-à-dire le pays relance dans l'agriculture, le pays relance dans les économies. Je vois aussi il y a peu de chômage. C'est presque le même sentiment de satisfaction pour Max. À côté des grands chantiers, les populations reprennent petit à petit goût à la vie. J'ai ce sentiment de joie depuis que le président Touadéra est accédé à la magistrature suprême de l'État. Nous avons constaté une légère amélioration au niveau de la ville. Les nouvelles constructions sont en vue. La réalisation des travaux, les réhabilitations de voies et l'ambiance dans la ville de Bangui qu'on a perdue pendant un certain temps. Face à cette métamorphose perceptible de la ville de Bangui, il se trouve quelques Centrafricains qui pensent que le chantier de la sécurité reste
capitale. On voit un changement, mais il n'y a pas c'est pas encore ça. Parce qu'il y a des voies, il y a des routes qui sont encore... Il y a de quoi encore à faire. Donc c'est pas encore... On apprécie le travail du président, c'est pas mal, mais il y a aussi des défis à relever. Concernant la sécurité, s'il y a encore d'autres parties du pays qui est pris par les rebelles, tout ça là, il y a encore de quoi, dans tous les domaines à peu près, dans tous les domaines, on voit qu'il y a de quoi encore à faire. Et c'est avec ce reportage de nos envoyés spéciaux que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Duval Fangwa et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir Duval. Magistral coup de filet du commissaire Roger Mifiré et les éléments du GMI numéro 2. Ils viennent de mettre la main, ils viennent de pêcher un gant de 6 dangereux malfrats à Douala. Et c'est un nouvel exploit pour les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2, vous l'avez dit, Duval Fangwa, au moment où l'insécurité bat son plein dans la ville de Douala. Ils viennent de mettre aux arrêts un gant de présumés malfrats, un gant de 6 présumés malfrats, il faut le préciser, qui ont agressé et violé une dame devant son domicile au quartier Lokbessou. C'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala-Duval. On annonce la construction de 14 postes de péage automatique au Cameroun. Selon le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganyou Djoumessi, ces 14 péages automatiques seront bientôt fonctionnels et ce projet coûtera Duval Fangwa à l'État du Cameroun 34 milliards de francs CFA. Merci Julienne Berthe Bissaï pour cette autre édition du journal sur Equinox Télévision. Merci à vous. Bonne soirée, madame. Très bonne soirée, Duval.